Bien, bonjour. Nous sommes le mercredi 21 octobre et je viens de m'apercevoir que j'avais programmé la réunion Zoom pour ce cours demain. C'est la raison pour laquelle il n'y a personne d'entre vous qui est connecté actuellement. Donc ce cours, je vais quand même l'enregistrer et je vais le diffuser sur ma chaîne YouTube comme je l'avais fait pour le cours de la semaine dernière. Donc, alors, nous allons terminer là cette fois le cours sur la thématique guerre, État et société. Nous en étions arrivés à la troisième sous-partie de la deuxième partie. Nous allons donc évoquer maintenant la question du financement de la guerre par l'État. Alors, comme vous le voyez maintenant, je vais passer en mode partage d'écran. Donc, comme vous le voyez maintenant, donc les dépenses militaires dans le budget de l'État représentent une part considérable. En temps normal, c'est-à-dire en temps de paix, le budget de l'État est plutôt équilibré et c'est la guerre qui déstabilise ce budget. Comme vous le voyez, alors en 1642, au moment de la guerre de 30 ans, les dépenses militaires représentaient 69% des ressources financières de l'État, ce qui était déjà beaucoup. Et en 1691, pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg, vous le voyez qu'on est arrivé à 90%. Ça veut donc dire que la guerre déstabilise totalement le budget de l'État. C'est la raison pour laquelle la guerre, comme on l'avait vu lorsqu'on avait évoqué la problématique de l'extraordinaire, eh bien, la guerre justifie la création de nouveaux impôts. Alors, il y en a un que nous étudierons un petit peu plus précisément tout à l'heure, qui est la capitation. En 1695, la capitation, c'est un impôt nouveau qui s'applique à l'ensemble de la société et même à la noblesse, bien évidemment, mais encore en plus, et même au prince du sang, c'est-à-dire à la famille royale. Donc tout le monde paye l'impôt, cet impôt. Alors on va voir ces modalités, mais ça illustre très bien. Alors plus symboliquement que financièrement, parce que la capitation n'a pas un énorme impact sur le budget de l'État, mais symboliquement, ça montre bien la souveraineté absolue du roi qui peut totalement transgresser les normes ordinaires de la société, en l'occurrence les normes du privilège de la noblesse. Alors, il ne faut toutefois pas oublier que l'impôt n'est pas la seule ressource financière. Il y a une autre ressource financière qui est le crédit. Donc, et d'ailleurs, c'est même la ressource finalement la plus facile à mobiliser en temps de guerre parce que l'impôt, eh bien, il y a la difficulté de le percevoir, et puis il y a malgré tout quand même ses limites. Et donc lorsque la monarchie entre en guerre, eh bien la meilleure façon de financer dans une situation d'urgence, c'est d'emprunter. Alors, on oppose souvent, on dit souvent qu'il y a une alternative, qu'il y a deux façons de financer la guerre, l'impôt et le crédit. Mais ces deux façons de financer la guerre ne s'opposent pas. Euh, Qu'est-ce qui soutient le crédit? C'est l'impôt. Qu'est-ce qui permet au roi d'emprunter de l'argent? Eh bien, et de trouver donc des créditeurs qui vont lui fournir de l'argent, eh bien, c'est sa capacité à rembourser. Et qu'est-ce qui garantit la capacité de la monarchie à rembourser des crédits? Eh bien, c'est l'impôt. Donc l'impôt soutient le crédit. Et d'ailleurs, euh, on va le voir surtout au XVIIIe siècle, eh bien, des impôts nouveaux sont créés après les guerres
pour rembourser les crédits qui avaient été contractés pendant les guerres. Alors, il y a encore une autre modalité de financement, c'est une modalité qui est la vénalité des offices. Vendre des offices, eh bien, c'est aussi une façon de fournir des finances que l'on qualifie d'extraordinaires à la monarchie, et notamment, justement, alors que la vénalité des offices a mauvaise réputation parce qu'elle apparaît comme une façon de déposséder le roi de sa souveraineté, puisque lorsqu'un propriétaire d'un office devient propriétaire de l'office, eh bien, c'est comme s'il s'appropriait la délégation de souveraineté du roi et c'est comme s'il développait son activité avec une forme d'autonomie à l'égard du pouvoir monarchique. Alors, certes, il le fait dans un cadre institutionnel, donc qui impose des normes, etc., mais quand même, la vénalité apparaît publiquement comme une façon de vénaliser la souveraineté du roi, de la vendre et même, d'une certaine façon, de l'aliéner. Alors, on l'avait vu, la souveraineté des offices militaires, la vénalité des offices militaires, elle est très particulière parce que le détenteur d'une charge militaire n'en est pas vraiment propriétaire. Donc la vénalité des offices, et puis en plus, ce n'est pas le roi qui vend les charges militaires. En revanche, les charges civiles, elles sont patrimonialisées et elles sont un véritable patrimoine. Et donc, même quand il y a un héritage, quand le propriétaire d'un office meurt, eh bien, son office fait partie du patrimoine dont ses héritiers vont pouvoir bénéficier. Donc voilà les modalités de financement de la guerre et pourquoi par exemple la vénalité des offices se multiplie, le nombre d'offices est créé de façon très importante sous le règne de Louis XIV, et alors malgré l'impopularité de la vénalité, eh bien à cause de la guerre. Donc on le voit, c'est la guerre qui structure essentiellement les finances de la monarchie. Mais alors, il y a d'autres dimensions dans la structuration de l'État par la guerre. On va le voir maintenant, ce sont les dimensions déstabilisantes. Et d'ailleurs, on le verra aussi lorsqu'on abordera le XVIIIe siècle, l'impôt et les finances sont aussi des structures déstabilisantes parce que créer un nouvel impôt, eh bien, c'est créer des troubles politiques. Et tout au long du XVIIIe siècle, lorsque Louis XV va entrer en conflit avec les parlements qui vont s'opposer à la création de nouveaux impôts, et puis même, on le verra à la fin de l'Ancien Régime, en 1789, Louis XVI avait convoqué les États généraux en 1788 pour soutenir la création d'un nouvel impôt. Et on voit les conséquences de la convocation des États généraux, c'est la Révolution française. Donc on le voit quand même, la problématique des finances de la monarchie, eh bien, c'est aussi une problématique déstabilisante. Financer la guerre, alors certes, c'est un facteur de construction de l'État, mais c'est aussi un facteur de déstabilisation politique. Alors, la guerre a donc ce facteur déstabilisant que nous allons voir maintenant. Alors, je viens d'évoquer le coût de la guerre. Mais le coût de la guerre, c'est aussi le coût, donc le coût financier, hein, c'est donc aussi le coût humain. Alors là, vous avez des gravures qui avaient été réalisées par Jacques Callot en 1633. Eh bien, cette gravure, elle représente une scène qui est probablement une des plus déstabilisantes pour la société. Cette gravure s'intitule « La vengeance des paysans ».
qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente une scène où des paysans qui ont été attaqués par une unité militaire, leur village a été pillé, etc., etc., eh bien, ces paysans se rassemblent et tendent une embuscade à un petit groupe militaire et attaquent les militaires et les massacrent, comme on le voit. Et même, on en voit un qui est au fond de la gravure, hein, qui est pendu. Non seulement il les massacre, mais il les exécute. Il y a donc une dimension donc, de vengeance. C'est comme si les paysans donc, exerçaient eux-mêmes la justice. Ils exécutent les soldats. Alors, que signifie cette gravure? Eh bien, cette gravure montre que si les paysans se trouvent dans une situation où ils se vengent, où ils exécutent, où ils exercent eux-mêmes une justice, eh bien, ça démontre que le roi n'est pas capable de le faire. Eh bien, c'est pas seulement un fantasme de Jacques Callot, et cette gravure donc a été réalisée en 1633. Eh bien, elle est quasiment illustrée en 1660 par cette déclaration du roi. Louis XIV fait une déclaration qui, comme vous le voyez le titre, qui porte pardon et abolition en faveur de ceux des troupes qui ont commis des excès et désordres durant la guerre, et des habitants de la frontière et des provinces du royaume où les 10 gens de guerre ont passé, logé et séjourné. C'est donc une déclaration d'amnistie générale. Le roi amnistie tous les crimes qui ont été commis pendant la guerre. Alors là, nous sommes en 1660. À quelle guerre il fait référence? Eh bien, c'est la fin de la guerre contre l'Espagne qui s'est terminée en 1659 avec le traité des Pyrénées. Et donc, tout au long de cette guerre, eh bien, il y avait eu des scènes de pillage, de violence commises par les soldats sur le territoire de la monarchie. Et il y avait eu également donc des scènes de vengeance des paysans. Et donc en 1660, Louis XIV pardonne tout le monde. Il donc réalise cette amnistie générale. Alors ce qui est vraiment très surprenant, c'est la citation là que j'ai reproduite, c'est la justification. Pourquoi y a-t-il eu des désordres commis par les soldats de l'armée royale et pourquoi y a-t-il eu des vengeances commises par les paysans? Alors, première question, comme nous savons que les désordres commis par nos gens de guerre n'ont procédé pour la plupart que du manquement de leur paiement, il n'a pas été au pouvoir des chefs et officiers qui les commandaient de les contenir dans la discipline. C'est donc un constat d'impuissance de la monarchie. Ce que dit Louis XIV, en substance, c'est nous n'avons pas eu les moyens de financer et de payer les soldats, donc, eh bien, ils ont procédé à des scènes de pillage, et c'est donc la défaillance de la monarchie qui explique les violences des soldats. C'est donc un aveu d'impuissance. Par ailleurs, pourquoi les paysans se sont-ils vengés? Parce que la monarchie a été incapable. Et surtout, ce n'est pas tellement qu'elle a été incapable, mais elle n'a pas voulu punir les soldats qui avaient commis des violences. Et donc, la vengeance des paysans, c'est aussi un autre constat de l'impuissance de la monarchie qui n'a pas... Alors, souvenez-vous de la légende de la gravure de Jacques Callot, où on voit le roi qui les bons récompense et punit les méchants. Eh bien là, c'est exactement le contraire. Le fondement de la monarchie qui consiste à récompenser les bons
et punir les méchants, eh bien vous le voyez, il est déstabilisé par la guerre. Alors, ce constat en 1660, c'est un constat vraiment fondateur parce que Louis XIV, à partir de là, va prendre conscience que, eh bien, il ne peut pas construire la monarchie s'il ne maîtrise pas la guerre. Et donc, il va créer un système disciplinaire dans les années 1660 beaucoup plus strict et, comme on l'a vu, avec le soutien des intendants, avec l'organisation de l'institution militaire, eh bien, il va encadrer non seulement budgétairement, mais aussi logistiquement un peu mieux l'armée. Alors, à partir de là, donc, les scènes de violence que vous voyez représentées ici, alors, c'est une gravure qui a été réalisée par un graveur hollandais qui s'appelle Romein de Hoog, H2OGHE, et qui a été réalisé dans les années 1670. Vous voyez, c'est très intéressant. En fait, il reprend à peu près le même format que les gravures de Jacques Callot, et d'ailleurs, il représente le même type de scène. En fait, c'est la raison pour laquelle je vous avais dit qu'on pouvait s'appuyer sur Jacques Callot, parce qu'il reste une référence qui dure, qui se prolonge tout au long du XVIIe siècle. Alors, Romein de Hoog, il représente là des scènes de violence, des scènes de pillage, de massacre qui ont été commis par les soldats français pendant la guerre de Hollande, 1672-1678, pendant laquelle, et notamment pendant l'occupation française des Provinces-Unies, et là, il y a eu des scènes de violence. Alors, ces scènes de violence, malgré tout, elles ont été un peu plus encadrées qu'auparavant. Parce que, justement, pendant la guerre de Hollande, il y a un système nouveau qui s'est mis en place, c'est le système des contributions. Qu'est-ce que c'est que le système des contributions ? La contribution, c'est une obligation financière qui est appliquée aux provinces qui sont occupées par les armées. Donc, lorsque l'armée française pénètre en Hollande, eh bien, elle applique le système des contributions, c'est-à-dire qu'elle oblige toutes les communautés d'habitants, les villes, les villages, donc à payer des subventions qui sont fournies donc à l'armée française et qui ont officiellement pour donc objectif d'empêcher le pillage. Donc les habitants des provinces qui sont occupées par les armées, eh bien, fournissent de l'argent à ces armées pour éviter que celles-ci soient obligées à laisser leurs soldats exercer du pillage. Alors, c'est donc une façon de pacifier d'une certaine façon les espaces occupés, de faire en sorte qu'ils ne soient pas soumis à la violence des soldats. Alors, il y a malgré tout un paradoxe. C'est que pour imposer ces contributions, eh bien, les armées occupantes imposent aussi souvent un régime de contraintes assez violent. En particulier, lorsque une communauté d'habitants, un village, une ville, refuse de payer les contributions, alors, ou refuse de payer le montant qu'il leur est demandé, eh bien là, il y a des scènes de violence qui sont commises pour dissuader ces communautés de s'enfermer dans leur refus,
Et puis aussi donc pour les forcer à, à payer. Et il y a une scène de violence très, très typique. Eh bien, lorsque, par exemple, euh, une communauté refuse de payer, eh bien, un des moyens les plus fréquents d'exercer de la violence, c'est de capturer le maire de la ville ou du village et de le prendre en otage, voire, dans certains cas, de l'exécuter. Si la prise en otage du maire ne suffit pas, eh bien, ça peut même, pour convaincre donc les habitants de payer, ça peut même déborder sur des scènes de violence. Et là, par exemple, incendier la mairie, détruire des maisons, etc., pour exercer une pression sur les habitants. Alors, ce genre de scène, parfois, provoque des réactions, eh bien, des vengeances des paysans, c'est-à-dire que les habitants eh bien, se vengent et parfois ont tendance à attaquer un petit groupe de soldats qui se déplacent dans le village ou dans la province, qui se fait attaquer, qui tombe dans une embuscade. Bref, les contributions, alors globalement, le système des contributions quand même limite le pillage, mais ne met pas fin à la violence, comme le montre donc cette gravure de Romain de Hoog, qui montre quand même que l'occupation française de la Hollande a été violente. Alors, par ailleurs, il ne faut quand même pas oublier que la guerre, ça reste quand même une action violente, et une action violente qui n'a pas seulement un impact sur les militaires, les populations civiles continuent quand même à subir l'impact de la guerre, les débordements, des débordements de violence, etc. Et voilà. Et puis, même à l'intérieur du royaume, la population française. Alors, sous Louis XIV, il se passe quand même là, il y a une évolution qui est très importante et très emblématique. C'est que jusqu'à Louis XIV, jusqu'au règne de Louis XIV, eh bien, la France avait quand même subi des séquences, alors non pas d'invasion, mais quand même d'introduction sur le territoire français de troupes étrangères. Or, sous Louis XIV, eh bien, on peut le dire, alors, sauf des petites exceptions, on en verra une, par exemple, la campagne de Denain en 1712, mais il y a des, sauf donc des toutes petites séquences où il y a une petite pénétration des troupes ennemies sur le territoire français. Bon, à part ces exceptions, eh bien, le royaume de France, le territoire du royaume de France, eh bien, ne subit plus la guerre. Ça n'est plus en France que la guerre se déroule. Et donc, euh, ça, c'est quand même un phénomène très important. Hein. Les Français, sous Louis XIV, ne vivent plus. Alors, les habitants civils ne vivent plus directement l'impact de la guerre. Malgré tout, ils en subissent quand même l'impact indirect. C'est quoi l'impact indirect de la guerre? Bon, bah déjà, ils sont soumis à une augmentation de la fiscalité. Donc déjà, tous les Français payent le coût de la guerre. Et puis, il y a aussi des moments où le coût de la guerre eh bien, se manifeste là, non seulement financièrement, mais dans la vie quotidienne des Français. Il y a un moment en particulier, c'est le moment des crises démographiques. Et il y a notamment pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg en 1693 une crise démographique considérable, alors qui est provoquée par un déficit
des agricoles. Le contexte climatique, on est à cette époque dans une situation contraire de la nôtre, on est dans un contexte de refroidissement climatique qui dure à peu près un siècle. Hein. En gros, l'ensemble du XVIIe siècle, hein, c'est ce qu'on appelle le grand hiver. Hein. Donc c'est un moment où il y a une crise climatique qui fait qu'il y a certains étés qui sont très pluvieux, qui sont très froids, et donc du coup qui se traduisent par une baisse considérable des récoltes, et notamment du blé. Et bref, la conséquence de cette crise climatique, eh bien, c'est des déficits alimentaires et voire des scènes. Alors parfois on parle de famine. Alors qu'est-ce que c'est qu'une famine? C'est quand un individu meurt de faim. Alors on ne meurt pas directement de faim et donc on ne parle pas vraiment de famine, on parle plutôt de disette. Alors qu'est-ce que c'est que la disette? Bon, bah, c'est l'insuffisance alimentaire qui fait que comme les individus sont mal nourris, eh bien, ils ont un système immunitaire qui est affecté et ils sont beaucoup plus vulnérables à toutes les épidémies. Et donc, il y a donc la crise climatique se traduit par une crise agricole qui se traduit par une crise démographique. Une crise démographique hein, qui a des conséquences considérables, qui peut provoquer 10% de perte de la population hein, par la combinaison entre malnutrition et vulnérabilité aux épidémies. Or, justement, dans ce contexte-là, quand par exemple, il faut pour alimenter l'armée, il faut prélever une partie des récoltes. Et eh bien, à ce moment-là, eh bien, les populations qui sont déjà en situation de malnutrition et qui voient que, eh bien, on envoie dans tout le pays des troupes qui font des réquisitions, c'est-à-dire qui prélèvent une partie donc, des récoltes de blé, notamment. En plus, ce prélèvement, ça se fait de façon très visible parce que ça se fait en général sur les marchés. Sur les marchés, vous avez donc les troupes qui viennent prélever une partie, réquisitionner une partie donc du blé qui est en vente. Et donc là, eh bien, nourrir l'armée, c'est concrètement affamer la population. Et en 1693, eh bien, la guerre apparaît comme un facteur de renforcement de la crise démographique. Alors il y a un autre moment où là, pour toutefois, ça a été mieux géré, mais malgré tout, où le roi a été quand même accusé d'affamer sa population, c'est en 1709, le fameux justement grand hiver de 1709. Là, il y a un moment qui est là vraiment un moment catastrophique. Hein, c'est en janvier, février 1709. Là, vous avez une séquence de grand froid. Par exemple, en janvier, la moyenne des températures en Île-de-France, c'est moins 20 degrés. Et donc, cette longue séquence de gel eh bien, a détruit beaucoup donc, de ressources agricoles et tout ce qui avait été planté, et notamment hein, le blé par exemple, ça se plante à l'automne. Et il commence un tout petit peu à pousser. Et si ensuite il y a un hiver où tout est gelé, où le sol est gelé, etc., eh bien le blé qui a été semé à l'automne, eh bien il meurt. Il est gelé. Et ça affecte beaucoup d'autres ressources. Par exemple, prenons dans le cas du sud de la France, eh bien, il y a des oliviers qui gèlent
et qui meurent. Et ça arrive même aussi des châtaigniers, parce que les châtaigniers, notamment dans les Cévennes, hein, ça peut être une façon de se substituer, les châtaignes, ça peut se substituer au blé. Hein, on peut faire, bon, c'est à peu près le même type de ressources alimentaires. Et bien là aussi, il y a des châtaigniers qui ont gelé. Bon, donc, lors de ce grand hiver de 1709, eh bien, les ressources agricoles ont gelé et ça a provoqué une crise qui s'est finalement manifestée au printemps et à l'été suivant, où là, les ressources alimentaires étaient insuffisantes. Et là, à nouveau, on était en temps de guerre. Et donc là, le roi a été accusé. Finalement, alors, il n'a pas été accusé d'avoir provoqué le refroidissement climatique, mais il a été accusé de ne pas s'investir suffisamment au bénéfice de ces sujets et de concentrer l'essentiel de ses ressources à la gestion de la guerre. Alors que malgré tout, justement, pour surmonter ce problème, Louis XIV, il avait quand même fait en sorte de créer des systèmes d'alimentation et bon, par exemple, d'importer du blé et puis d'en diffuser dans le royaume, etc. Bon, Louis XIV avait quand même fait un effort pour gérer là, cette crise alimentaire, mais malgré tout, eh bien, quand les habitants vivent une situation comme celle-ci, ils ont toujours la sensation finalement que, eh bien, bon, parce qu'ils sont quand même toujours en désarroi, ils ont la sensation qu'on n'en fait pas assez pour venir à leur soutien. Et donc en 1709, Louis XIV, on y reviendra tout à l'heure, il a donc la conscience qu'il est perçu comme un roi qui finalement condamne ces populations à cause de la guerre. Alors, voyez ce que dit Fénelon dans sa lettre à Louis XIV, on a rendu votre nom odieux et toute la nation française insupportable à tous nos voisins. Alors, c'est-à-dire que là, on est en 1694, donc au moment de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, eh bien, effectivement, la guerre, quand même, contribue à rendre le nom du roi odieux, parce qu'il est accusé de faire la guerre au nom de sa propre gloire, et de condamner sa propre population, et aussi de devenir insupportable à tous ses voisins. Et ça, c'est quand même une dimension importante, c'est qu'il ne faut pas oublier que la guerre, c'est aussi donc faire du mal à ceux que l'on attaque. Et donc, le statut de la France dans les relations internationales à ce moment-là devient un statut quand même extrêmement péjoratif. On accuse la France d'exercer sur l'ensemble de l'Europe eh bien, une hégémonie violente. Et la France est effectivement en guerre contre la quasi-totalité de l'Europe. Et il y a des scènes, comme celle qui est représentée ici, à partir en la représentation d'un militaire français qui s'appelle Mélac, qui en 1688-1689 a été un des principaux acteurs d'une scène, d'une séquence qu'on a appelée le sac du Palatinat. Le sac du Palatinat, c'est un moment où donc Louis XIV a fait en sorte que les rives du Rhin, et donc bon, la Rhénanie et le Palatinat, eh bien, soient détruites pour rendre impossible l'alimentation et le soutien logistique d'une armée ennemie. En gros, c'est ce qu'on appelle une politique de la terre brûlée. Il s'agit là de créer un espace désert en détruisant les villes, en détruisant les récoltes, en détruisant les fermes, etc.,
pour, en gros, protéger la frontière française en faisant en sorte que la région frontalière, donc du côté donc, de l'Empire, eh bien, devienne une région dans laquelle l'armée impériale ne pourrait pas venir s'installer parce qu'elle n'aurait aucune ressource pour ensuite pouvoir attaquer l'armée française. Donc, ce ravage du Palatinat ou ce sac du Palatinat eh bien, est devenu un vrai scandale européen. Alors, ça n'a pas été vraiment une scène de massacre. Il y a eu assez peu de, de massacre de la population. En revanche, ça a été une scène de destruction des villes. Quand l'armée française arrivait dans une ville, eh bien, elle déplaçait la population, elle la sortait de la ville et elle a incendié ces villes. Alors, il y en a certaines, comme la ville de Mannheim, comme la ville de Heidelberg, qui, par exemple, Heidelberg, le château d'Heidelberg a été incendié et il n'a jamais été réparé et il a été maintenu par les autorités germaniques jusqu'à aujourd'hui, hein, comme une ruine qui entretient la mémoire de ce ravage du Palatinat. Et donc, vraiment, le site du château d'Heidelberg, c'est un endroit vraiment où eh bien, le souvenir de la France ennemie de l'Allemagne, le souvenir de la France de Louis XIV, eh bien, s'est entretenu, une France violente. Donc, quand même, ça, alors, ça n'a pas un impact direct sur l'intérieur du royaume, mais en fait, sur la longue durée, ça va avoir un impact. C'est-à-dire que la France va quand même finir par devenir l'ennemi principal. Et donc, quand même, la France est un pays qui va devoir eh bien, être souvent en guerre et donc en subir les conséquences. Alors, maintenant, voyons une autre conséquence de la construction de l'État et de la guerre, et le rôle de la guerre, maintenant sur le rôle dans l'armée dans la société. Alors, le rôle de l'armée dans la société, alors, il a initialement un facteur déstabilisant parce qu'on considère que le soldat est un être asocial. C'est quelqu'un qui renonce à sa famille, qui renonce à son métier, qui s'engage dans l'armée pour faire la guerre et qui ensuite, quand il revient, on en avait déjà un petit peu parlé, eh bien, quand il revient, il est désocialisé, c'est un mendiant, c'est un brigand, bon, c'est quelqu'un qui a tendance à être un délinquant. Alors, c'est pour éviter ça, souvenez-vous, que le roi crée les invalides, mais tous les anciens soldats ne vont pas aux invalides, hein. Il n'y a que ceux qui sont invalides, c'est-à-dire ceux qui sont blessés ou ceux qui sont trop vieux et qui ont une ancienneté suffisante pour légitimer leur admission aux invalides. Mais imaginons par exemple un soldat qui quitte l'armée, qui est renvoyé chez lui après une guerre, après seulement avoir servi pendant 5 à 10 ans, eh bien, ce soldat ne peut pas être admis aux invalides parce que ce n'est pas considéré comme un service suffisant. Donc, le soldat qui revient dans la société, c'est un personnage qui est difficilement socialisé. Et puis par ailleurs, j'en avais parlé, le soldat aussi, quand il est logé chez l'habitant, il a tendance, alors même s'il ne se livre pas à des violences absolues, c'est fini sous Louis XIV, je l'ai dit, il n'y a plus de massacres, etc. Il y a quand même des scènes de délinquance. Bon, voilà. Et donc, le soldat, il a mauvaise réputation dans la société. Alors, malgré tout, ça change un petit peu. Alors, vous avez là cette pièce de théâtre qui a été réalisée par Dancourt
souvent considéré comme un successeur de Molière, mais bon, qui a acquis quand même une moins bonne réputation. Eh bien, alors ça c'est une pièce qui a été réalisée, qui a été représentée dans les années 1690 et qui est éditée en 1718, Le Bon Soldat. Alors ça raconte l'histoire d'un soldat qui, pour être se présente dans un logement. Alors un logement qui est occupé par une femme qui est célibataire et qui a une domestique, une autre femme domestique. Donc le soldat arrive et donc demande à être logé. Donc c'est le logement des gens de guerre, hein. On reçoit, essaye de le refuser en disant ah mais non, je ne veux pas vous accueillir, il n'y a que des femmes ici, donc vous allez exercer de la pression, etc. Euh, et là, le soldat répond non, madame, soyez rassurée, je suis quelqu'un de gentil, etc. Bon, bref, et c'est ce que montre effectivement la pièce. Et puis ensuite, donc ce que raconte la pièce, c'est que le soldat va même aider cette femme. Alors, elle est dans une situation, bon, elle est sur le point d'être mariée avec un homme qu'elle n'aime pas, mais elle a un amant, etc. Bref, le soldat vient en aide. Il aide cette femme à entretenir sa relation avec son amant et à éviter de marier avec l'homme qu'elle ne veut pas épouser, d'être mariée avec l'homme qu'elle ne veut pas épouser. Et donc voilà, c'est une figure du bon soldat. Alors, cette figure du bon soldat, effectivement, est un indicateur qui montre que le soldat s'insère mieux désormais dans la société française. Imaginez au temps de Jacques Callot et des gravures de Jacques Callot, le bon soldat, là, ça n'aurait pas été possible, hein. Donc, euh, alors, qu'est-ce qui a permis cette insertion de la figure du bon soldat dans la société française? Eh bien, c'est ce que représente cette scène. Cette scène, c'est la scène du tirage de la milice royale. Donc la milice royale, elle est créée en 1688, c'est un service militaire obligatoire qui est imposé aux célibataires. Alors, un âge qui varie, mais à un moment, la séquence la plus large, c'est entre 20 et 40 ans. Et donc, tout homme célibataire âgé de 20 à 40 ans qui n'est pas privilégié, c'est-à-dire qui n'est pas noble, qui n'est pas euh, clerc, qui n'est pas un religieux, qui n'est pas non plus un bourgeois habitant d'une ville qui aurait été exempté de la milice. Mais bon, disons à peu près 90% de la population célibataire masculine, eh bien, sont soumis à ce service. Alors, tout le monde n'y va pas seul, parce que, en fait, tous les hommes ne sont pas mobilisés. Il y a une cérémonie de tirage au sort. Seuls ceux qui sont tirés au sort donc, sont mobilisés. Et ce que vous voyez là, c'est une scène de tirage au sort de la milice. Alors, donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a donc des soldats qui sont intégrés dans l'armée par la milice royale. Alors, la milice ne devient pas la seule modalité de mobilisation. La principale modalité de mobilisation, ça reste le volontariat, hein, l'engagement volontaire, l'engagement professionnel. Et donc, la milice, c'est quand même une ressource, juste une petite ressource complémentaire pour alimenter l'effectif militaire, pour compléter l'effectif militaire. Et donc, les miliciens qui deviennent des soldats, en fait, eh bien, c'est des sujets ordinaires qui deviennent des soldats. Et donc, finalement, la figure du soldat évolue un petit peu. Un soldat, ça peut être tout simplement
un personnage commun. Alors, j'allais dire un citoyen, non, parce qu'un citoyen, c'est sous la monarchie, on ne parle pas de citoyen, c'est un sujet ordinaire du roi. Alors, malgré tout, vous avez cette meilleure insertion du soldat. Par ailleurs, il y a un autre facteur de meilleure insertion des soldats que j'avais évoqué, c'est l'encasernement. Les soldats, à partir des années 1780, ils sont logés dans des casernes. Eh bien, donc, ils impactent moins la société. Alors, ça, justement, c'est un facteur qui fait que la société souffre moins de la présence des soldats, mais ça a quand même aussi un effet contraire, un effet secondaire, euh, c'est que les soldats sont isolés de la société. Ils vivent dans leur propre monde. Et donc, même si avec les miliciens, le soldat, c'est un personnage ordinaire, d'origine ordinaire, mais une fois qu'il devient soldat, eh bien, il n'est plus vraiment un personnage ordinaire. Donc, les soldats ne pillent plus. Les soldats exercent moins de violence. Les soldats sont séparés de la société, donc ils sont moins rejetés. Ils sont moins mal perçus. Et on peut même imaginer qu'il y a de bons soldats. Mais globalement, le soldat, ça reste quand même un personnage qui reste asocial, enfermé dans une caserne, enfermé dans une communauté. Et puis, par exemple, qu'est-ce qui fait que le soldat a du mal à se socialiser? C'est que c'est très compliqué pour lui, par exemple, de se marier. Un soldat peut difficilement créer une famille. Il y a même des règlements militaires qui vont s'imposer en 1788. Il y a un règlement qui va s'imposer qui va obliger tout soldat, s'il veut se marier, à obtenir l'autorisation de son capitaine. Eh bien, auparavant, ça, c'était pas réglementaire, mais c'était concrètement, ça se pratiquait comme ça. Un soldat ne il y avait quand même beaucoup de mesures dissuasives pour empêcher les soldats de se marier. Donc, vous voyez, le soldat reste un être difficilement inséré dans la société. Alors, par ailleurs, ça vaut aussi pour les officiers. Vous avez ici le tarif de la capitation. Le tarif de la capitation de 1695, donc c'est cet impôt. Alors, toute la société française y est soumise et la société, elle est divisée en 22 classes. En 22 classes, alors qui ne sont pas des classes sociales, c'est des classes, disons, plutôt socio-professionnelles. Alors, vous avez des individus qui sont mis dans une classe pour leur statut social, d'autres qui sont mis dans une classe pour leur statut professionnel. Eh bien, par exemple, les militaires, ils sont mis en fonction de leur grade, non pas en fonction de leur statut social. Donc, cette classification fiscale se fait sur des critères qui ne sont pas sociaux, mais professionnels, là, en l'occurrence, pour les militaires. Donc vous voyez par exemple, les maréchaux de France, ils sont placés dans la deuxième classe, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à un impôt de 1500 livres. Alors, un maréchal de France, son statut social peut être variable. Alors, pour devenir maréchal, bon, vous avez quelques-uns qui ne sont pas très... enfin, qui font partie de la noblesse, mais d'une noblesse récente, par exemple le maréchal Faber. Mais bon, pour l'essentiel, quand même, la plupart des maréchaux, ils sont des maréchaux de France, ils sont quand même issus de la haute noblesse. Donc, ils ont quand même tous des ressources financières importantes. Bon, alors, on voit, donc, plus on descend dans le nombre de classes, dans le rang des classes, et plus on descend aussi dans la hiérarchie militaire. Mais, vous voyez, quand on arrive, par exemple, aux dernières classes, eh bien, vous avez, prenons par exemple la 16e classe, des lieutenants,
des enseignes. Alors ce sont des officiers quand même, des lieutenants. Et vous voyez, ils payent là un impôt très limité, 20 livres tournois. Et même, regardez au-dessus, euh, les, bon, les capitaines, ils sont au-dessus. Bon, par exemple, ah oui, là, euh, il faudrait, dans la 15e classe, là, je les ai pas laissés, mais il y a des, par exemple, capitaines capitaine, euh, alors, euh, pardon, euh, il faut tenir compte non seulement des grades, mais aussi des, euh, des, des unités dans lesquelles il se trouve. Alors, 17e, 17e classe, lieutenant et enseigne de vaisseau. Là, attention, donc, ce sont les lieutenants de vaisseau, c'est-à-dire ce sont des marins. Ils sont en 17e classe. Alors, qui n'est pas la plus basse, parce que les charges dans la marine ne sont pas vénales. Donc on considère qu'un lieutenant de vaisseau ou un enseigne de vaisseau, il a eu sa charge gratuitement, donc on le met dans un niveau fiscal, alors qui dans l'absolu n'est pas très élevé, il paye 20 livres au tournoi, c'est pas énorme, mais qui est plus élevé que, par exemple, bah regardez, 18e classe, capitaine major de cavalerie. Un capitaine de cavalerie, alors c'est l'équivalent en grade d'un lieutenant de vaisseau. Hein. Attention, dans la marine. Lieutenant de vaisseau dans la marine, c'est l'équivalent d'un capitaine. Mais le capitaine dans la cavalerie, vous voyez, il est dans la 18e classe. Et dans l'infanterie, le capitaine, il est 19e classe. Il paye 6 livres tournois par an. C'est vraiment très peu de choses. Donc vous voyez, c'est quoi la logique? Eh bien, c'est que on considère que les officiers, et en particulier les bas officiers, regardez par exemple la, la 22e, la 21e classe et euh, et la 22e classe, bon, il y a des soldats et même 20e classe, des lieutenants. Vous voyez, c'est quand même, là, si on considère que ça c'est un classement social, ils sont tout en bas. Alors en fait non, justement, ça montre quoi? Ça montre que l'armée n'est pas, et la fiscalité qui s'applique aux militaires n'est pas conforme à la hiérarchie sociale. Bon, socialement, un capitaine d'infanterie ou un capitaine de cavalerie, globalement, c'est un noble. Et vous voyez, il paye un impôt qui est presque du même niveau qu'un soldat roturier. Un soldat roturier, lui, il paye 1 livre au tournoi, le capitaine d'infanterie, il en paye 6. Donc c'est quand même à peu près, c'est pas beaucoup plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la hiérarchie militaire, eh bien, elle n'est pas conforme à la hiérarchie sociale. Et donc, on va le voir tout au long du XVIIIe siècle, la monarchie, l'armée a un facteur de déstabilisation de la société. Les normes sociales ne s'appliquent pas, alors, directement dans l'armée. Alors, bien sûr, elles ne sont pas neutres. On l'avait vu, 80% des officiers sous Louis XIV sont nobles, donc il y a un impact de la hiérarchie sociale dans l'armée. Mais l'armée, elle recompose tout ça, et l'armée, elle soumet la hiérarchie sociale à ses normes à elle. C'est-à-dire que, quelle que soit son origine sociale, eh bien, un militaire, il doit obéir à son supérieur hiérarchique, quel que soit le statut social de son supérieur hiérarchique. Donc, l'armée a un facteur déstabilisant. L'armée a aussi un facteur, on va le voir, l'armée et la guerre, un facteur déstabilisant
politiquement, alors on l'a déjà vu avec la dimension fiscale, mais ce que l'on voit ici. Alors ça, c'est un discours qui est réalisé par Louis XIV justement en 1709. Au moment, donc à la sortie du grand hiver, on est en avril, et et donc là, Louis XIV, il a parfaitement conscience de la crise qui a été vécue par le royaume de France, crise climatique, crise démographique, mais par ailleurs, pendant l'hiver 1709, eh bien, Louis XIV avait engagé des négociations avec les adversaires de la France pour, créer une paix, pour créer un traité de paix pour mettre fin à la guerre. Et ces négociations échouent. Et donc là, après l'échec de ces négociations, parce que Louis XIV refuse les conditions de paix qui lui avaient été imposées par les adversaires de la France, eh bien, Louis XIV, après avoir refusé la paix et après la crise qui a été vécue, eh bien, Louis XIV estime qu'il a quand même des comptes à rendre à ces sujets. Et c'est le sens de cette lettre qui est transmise dans l'ensemble du royaume, qui est lue dans les églises et dans laquelle Louis XIV se justifie. Alors, quand même, c'est très étonnant de voir Louis XIV, roi absolu, qui a toujours considéré la guerre comme l'expression de sa souveraineté, eh bien là, il rend des comptes à sa population. Pourquoi un roi absolu doit-il rendre des comptes à sa population? On a presque l'impression là que c'est un président de la République qui arrive à la fin de son mandat et qui veut se faire réélire à la prochaine fois et qui se justifie pour séduire ses électeurs. Bon, là, évidemment, Louis XIV, il n'est pas contraint par cette problématique, mais malgré tout, il fait comme si il avait besoin de convaincre les Français. Pourquoi? Eh bien, parce que malgré tout, pour faire la guerre, Louis XIV, il a besoin, d'abord, comme je le disais tout à l'heure, la principale modalité de recrutement, c'est le volontariat. Donc il a besoin du volontariat des Français, il a besoin que les Français s'engagent dans la guerre. Il a en particulier aussi besoin du volontariat de la noblesse. La noblesse n'a aucune contrainte légale pour s'engager dans la guerre, c'est juste une contrainte morale. Et donc, Louis XIV, il a quand même besoin du soutien de l'activité de son royaume pour faire la guerre. Et donc, là, dans cette lettre, eh bien, que fait Louis XIV? Eh bien, il crée son royaume comme une entité autonome. Eh bien, ça, j'ai tendance à dire que c'est une vraie révolution. Parce que, jusqu'à présent, dans la symbolique monarchique, on considérait, souvenez-vous de la gravure du Léviathan de Thomas Hobbes. Le Léviathan, c'est l'incarnation du corps politique. Et donc, ça veut donc dire, traduit donc dans le contexte français, le roi, c'est l'incarnation du royaume. Le royaume, c'est le roi. Par exemple, lorsque le roi, lorsque une victoire est remportée, eh bien, le roi demande aux évêques de toutes les cathédrales de France de célébrer la victoire en faisant une messe pour célébrer la victoire. Et donc, le roi envoie ce qu'on appelle un mandement épiscopal, c'est-à-dire qu'il demande à l'évêque de faire une messe pour célébrer la victoire. Eh bien, dans ces mandements épiscopaux, à chaque fois que le roi présente la victoire, il la présente comme une victoire personnelle. Ce n'est pas comme une victoire de la nation. Et donc, le roi, c'est l'incarnation de la nation, c'est l'incarnation du royaume. Et donc, quand on dit l'État, quand on prête à Louis XIV la phrase « l'État c'est moi », mais alors bon, ça,
Euh, en revanche, il y a une chose qui est certaine, c'est que la monarchie, c'est le roi. Et le royaume, c'est l'espace. Qu'est-ce que c'est que la définition du royaume? C'est le territoire sur lequel le roi est souverain. Le royaume, ça n'est pas la population française, ça n'est pas la nation, c'est le territoire sur lequel le roi est souverain. Souvenez-vous de la formule de Vauban. Quand il définit le précaré, le roi doit tenir son fait des deux mains. Le royaume, c'est le fait du roi. Donc, là, ce que Louis XIV, justement, crée, c'est l'idée que le royaume, eh bien, c'est les Français. C'est pas lui. Et donc, finalement, Louis XIV crée deux entités distinctes. Le roi et les Français. Le roi et la nation. Et d'ailleurs, il y a un théoricien qui a vraiment formulé ça, qui s'appelle Nicolas Raymond Descours, dans un ouvrage intitulé Les véritables devoirs de l'homme d'épée, publié en 1697. Et voyez ce qu'il écrit, tout l'État se regarde comme ne faisant qu'un corps. En venant au monde, nous sommes incorporés, si cela se peut se dire, à ce corps politique. La France nous reçoit dans son sein, nous n'y faisons tous que comme un seul homme dans la vivacité duquel réside la nation. L'amour pour cette mère commune est le premier mouvement qui nous fait français. Nous sommes le domaine de nos rois et l'honneur de notre patrie. En nous accordant tous dans les fonctions différentes de nos emplois, en nous aimant comme les sujets d'un même prince, en nous unissant pour en relever la puissance sans détruire les uns les autres. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit que un militaire, c'est un serviteur de l'État et un serviteur de la nation. Et comment est-ce qu'il décrit la nation et l'État comme un corps politique? Alors, il le dit, ce corps politique, il est dépendant du roi. Nous sommes dans le domaine de nos rois, mais quand même, il élabore l'autonomie quand même, enfin, pas l'autonomie, mais l'entité de la nation vécue comme présentée comme un corps politique. Et donc, voilà, la guerre contribue à l'autonomisation de la nation comme un corps politique, et c'est ce qu'on va voir tout au long du XVIIIe siècle, et c'est ce qui me fait dire même qu'il y a une origine militaire de la Révolution française, parce que la Révolution française, c'est l'affirmation de la nation comme un corps politique souverain, et qu'est-ce qui a provoqué l'émergence de l'affirmation de la nation comme un corps politique souverain? Eh bien, c'est euh, le, euh, c'est la guerre. Et donc, vous le voyez, la guerre, elle va avoir aussi un facteur de déstabilisation de la monarchie. Donc, pour conclure, vous le voyez, la guerre, certes, c'est la fondation de la souveraineté du roi, c'est la fondation de l'État, mais c'est aussi une fondation qui a une dimension déstabilisatrice pour la souveraineté du roi et même pour l'État, puisque la guerre, elle endette l'État, etc. Bref, la guerre est un facteur de construction de la monarchie et de construction de l'État, mais une construction qui a une dimension destructive. Voilà. Alors, donc cette séquence sur guerre, État et société est terminée. La semaine, alors pas la semaine prochaine puisque c'est la semaine des vacances, mais à la rentrée, donc le cours se fera en présentiel et en distanciel, hein, donc via Zoom. Et puis là, cette fois, je ferai bien attention à ne pas me tromper dans la planification du lien Zoom. Donc là, nous étudierons le système de guerre sous Louis XIV. Là, maintenant, on va s'intéresser aux pratiques
concrète de la guerre, alors là, on va voir la stratégie Louis XIVienne. Et qu'est-ce qui définit la stratégie Louis XIVienne? Eh bien, on va le voir, c'est la dimension territoriale. La France développe une stratégie guerrière qui s'appuie sur la dimension territoriale. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, mais à la rentrée. Voilà, donc du coup, je vous souhaite de bonnes vacances la semaine prochaine. Et puis, je vous présente mes excuses pour l'erreur que j'ai commise pour la programmation.